À ce jour, Audrey Hepburn incarne la grâce, l'élégance et l'humilité. L'actrice incroyablement talentueuse et magnifique a dominé le grand écran dans les années 1950 et 1960 avec des rôles emblématiques dans Breakfast at Tiffany's, Roman Holiday et bien d'autres. Cependant, Hepburn était bien plus qu'un joli visage. En réalité, son histoire est bien plus sombre que ce que la plupart des gens savent. Restez avec nous alors que nous explorons le parcours remarquable de cette figure iconique et découvrons comment Audrey Hepburn a affronté la fin de sa vie avec la même grâce et dignité qui ont marqué sa carrière, avec des témoignages de ses deux fils sur ses derniers jours. Audrey Ruston a commencé sa vie loin des paillettes et du glamour d'Hollywood. Ses premières années furent marquées par des déménagements constants en raison du travail de son père, menant la famille de Londres à Harlem et au-delà. Malgré ce mode de vie nomade, Audrey parvint à apprendre 6 langues en chemin. Cependant, sous la surface d'un certain privilège se cachait une réalité plus sombre. En repensant à cette période tumultueuse, Audrey a décrit l'abandon de son père comme « l'événement le plus traumatisant de ma vie ». Livrée à elle-même dans son adolescence sans soutien paternel, Audrey ressentait de plus en plus un sentiment d'isolement. Bien qu'elle ait eu droit à des visites, son père n'a jamais fait l'effort de la voir, exacerbant ses sentiments de solitude. Alors que les autres enfants retrouvaient leurs parents pendant les week-ends et les vacances, elle se retrouvait toujours terriblement seule. Et la situation n'allait que s'aggraver. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, la vie d'Audrey a subi son bouleversement le plus dramatique. Croyant que les Pays-Bas offriraient un refuge, ses parents prirent la décision difficile de l'envoyer là-bas. C'est son père qui l'accompagna à l'aéroport en 1939, un départ qui marquerait le début de plusieurs années de séparation. Audrey ignorait que ce sanctuaire présumé allait bientôt devenir un champ de bataille. D'abord perçus comme un refuge, les Pays-Bas se transformèrent rapidement en l'un des endroits les plus dangereux du conflit. En 1940, à l'âge de 10 ans, Audrey fut témoin de l'invasion de la Hollande par les forces allemandes. L'occupation militaire apporta non seulement le désespoir, mais aussi la présence menaçante des SS. Pourtant, la réalité s'avéra encore plus sombre que ce qu'Audrey avait imaginé. En repensant aux événements tumultueux de son enfance, Audrey confia « Si nous avions su que nous serions occupés pendant 5 ans, nous nous serions peut-être tous tiré une balle. Nous pensions que ce serait fini la semaine prochaine. Dans 6 mois, l'année prochaine. C'est ainsi que nous avons tenu. » Pour dissimuler son identité anglaise, elle adopta le nom d'Edda Van Heemstra. Malgré ses efforts pour se fondre dans la masse, les années suivantes furent marquées par une peur constante. Pendant des années, Audrey et ses colocataires menèrent une vie de quasi-prisonniers, se réfugiant souvent dans la cave alors que les échos des coups de feu résonnaient autour d'eux. C'était un cauchemar sans fin, et pourtant, ils ne savaient pas que le pire était encore à venir. En 1942, un moment de sang et de douleur profonde eut lieu. Les 2 oncles d'Audrey furent arrachés de leur maison, détenus captifs, puis exécutés sans pitié. Cet événement tragique brisa la passivité précédente d'Audrey, éveillant en elle une détermination farouche. Par la suite, Audrey fut attirée dans le monde clandestin de la résistance néerlandaise. Elle devint coursière, distribuant des publications clandestines et transportant secrètement des messages pour les forces alliées, les cachant même dans les semelles de ses chaussures. Cependant, sa contribution la plus remarquable fut par sa passion pour la danse. Malgré l'adversité, Audrey nourrissait des rêves de devenir prima ballerina et saisit chaque occasion de se produire. Ayant reçu une formation de danse formelle pendant ses années en pension, Audrey monta sur scène pour divertir les membres de la résistance néerlandaise. Les concerts clandestins qu'elle organisait servaient de collecte de fonds pour la cause. Pourtant, derrière la joie apparente de ses performances, subsistait une réalité sombre. À la fin de chaque danse, les applaudissements étaient remplacés par le silence,
car la nature clandestine de leur rassemblement exigeait la plus grande discrétion. Alors qu'Audrey pensait que les choses ne pouvaient empirer, elles le firent. En 1944, les Pays-Bas furent plongés dans une famine dévastatrice durant les mois d'hiver rigoureux. Les occupants allemands bloquèrent les routes d'approvisionnement vitales, plongeant Audrey et sa famille dans la famine et la malnutrition. Face à cette situation désespérée, ils durent recourir à la fabrication de pain à partir de bulbes de tulipes pour survivre. Audrey semblait avoir touché le fond, mais ses épreuves étaient loin d'être terminées. Affaiblie par la faim, la santé d'Audrey se dégrada rapidement. Elle lutta contre des affections telles que l'anémie, la malnutrition et des problèmes respiratoires, tout en voyant les domaines autrefois grandioses de sa famille réduits en ruines, et leur stabilité financière s'effondrer sous ses yeux. Malgré son futur destin en tant que l'une des actrices les plus aimées d'Hollywood, Audrey se retrouva sans le sou et démunie. Enfin, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, Audrey goûta à la douce saveur de la liberté. Elle se souvenait avec émotion du moment où un travailleur de l'UNICEF lui avait offert une barre de chocolat, symbole d'une nouvelle ère. « C'était tellement excitant », se remémorait-elle plus tard, « et c'est là que la vie a recommencé. » Avec la liberté en vue, Audrey n'attendit pas pour saisir cette nouvelle opportunité. Armée de détermination, elle entreprit un chemin pour surmonter les défis à venir, ouvrant la voie à un destin remarquable. Même après la guerre, Audrey s'accrocha à son rêve de devenir ballerine. Lorsqu'elle s'installa à Londres grâce à une bourse de danse et commença son entraînement au ballet Rambert, ses aspirations semblaient enfin à portée de main. Cependant, la réalité fut dure. Les années perdues pendant la guerre et ses problèmes de santé en cours l'avaient laissée bien en retard par rapport à ses camarades, et elle peinait à suivre les danseurs avancés de l'école. Faire face à un autre échec fut dévastateur pour Audrey. Malgré sa détermination, il devint clair que son rêve de devenir prima ballerina s'éloignait. Faible et physiquement en deçà de ses pairs, Audrey comprit qu'elle n'atteindrait pas son objectif à travers la danse. Se sentant perdue et incertaine quant à son avenir, Audrey refusa de renoncer complètement. Elle tourna son attention vers le théâtre comme une alternative pour poursuivre sa passion. Elle trouva également le temps pour un autre aspect de la vie, la romance. Audrey avait un lien de longue date avec l'industriel James Hanson, qu'elle avait rencontré à Londres. Ils se fiancèrent en 1952, Audrey décrivant leur rencontre comme un coup de foudre. Au début, leur relation ressemblait à un conte de fées, mais elle était vouée à finir en chagrin. À mesure que le jour de leur mariage approchait, Audrey prit la douloureuse décision d'annuler les fiançailles, une décision qui laisserait des marques pour eux deux. Audrey était prête à dire « oui » à James Hanson. Elle avait essayé sa robe de mariée et fixé la date. Mais malgré tous ces préparatifs, les cloches du mariage ne sonneraient pas pour ce couple plein d'espoir. Au milieu de l'effervescence des préparatifs, Audrey eut une réalisation glaçante. Leur mariage ne survivrait pas à la pression de leurs carrières exigeantes, et le coup de la rupture ne s'arrêta pas là. En réponse à cette rupture, elle déclara avec franchise « Quand je me marie, je veux que ce soit pour de vrai. » Ouch! Manifestement, Audrey avait des préoccupations plus urgentes. Avec ses rêves de carrière en danse anéantis et ses fiançailles rompues, Audrey se plongea dans le monde du showbiz. C'était une sorte de prix de consolation pour le moins. Au départ, la comédie n'était qu'un moyen de payer les factures avec un rôle musical occasionnel pour satisfaire son envie de danser, mais rapidement cela évolua en quelque chose de bien plus grand. Commençant sur les planches, Audrey fit peu à peu la transition vers de petits rôles au cinéma. Sans le savoir, elle était sur la voie du succès. Dans un coup de chance, Audrey croisa la route d'une légende créative qui lui offrit une opportunité qu'elle ne pouvait refuser. Pendant le tournage d'une scène pour Monte Carlo Baby en 1953 à l'Hôtel de Paris, Audrey attira l'attention de la célèbre écrivaine et actrice Colette. Sans détour, Colette lui proposa le rôle principal de Gigi à Broadway. Mais ce n'était que le début. En l'espace d'un mois, tout s'aligna pour Audrey.
Elle décrocha 2 percées majeures, l'une à Broadway et l'autre à Hollywood. En 1951, le réalisateur William Wyler tomba sur l'essai d'Audrey à l'écran et fut immédiatement captivé. Il préparait un nouveau film, Roman Holiday, et la vit instantanément comme la candidate parfaite pour le rôle principal. Encore plus impressionnant, elle surpassa l'une des actrices les plus convoitées de l'industrie. Avant de rencontrer Audrey Hepburn, William Wyler envisageait de choisir Elizabeth Taylor pour le rôle. Cependant, après avoir vu Audrey, il changea complètement d'avis. Elle avait tout ce que je recherchais, du charme, de l'innocence et du talent. Elle était aussi très drôle. Elle était absolument enchanteresse. Et nous nous sommes dit, c'est elle. Mais ce n'était pas tout. Son partenaire à l'écran, Gregory Peck, reconnut également son potentiel immense et insista pour qu'elle ait une égalité de reconnaissance dans les crédits. Au départ, son nom devait figurer après le sien, mais Peck savait que cela serait une énorme erreur. En véritable gentleman humble, Peck déclara « Vous devez changer cela parce qu'elle deviendra une grande star, et j'aurai l'air d'un imbécile. » Peck avait raison. Audrey Hepburn joua dans le film parfait au moment parfait, et le public la trouva rafraîchissante. Dans Roman Holiday, elle incarna un nouveau type de beauté, plus accessible que les icônes glamour comme Grace Kelly et Marilyn Monroe. Audrey n'était ni voluptueuse ni impeccablement sophistiquée, sa beauté était unique et abordable. Dès le début, elle avait tous les atouts d'une icône de style. Dans le rôle de la princesse Anne dans Roman Holiday, Audrey fit preuve de qualités variées, mettant même en valeur son charme garçon manqué avec une coupe de cheveux courte, des sourcils épais et une silhouette élancée. En 1954, le célèbre photographe de mode Cecil Beaton la désigna déjà comme l'incarnation publique de notre nouvel idéal féminin. Avec un seul film à son actif, les attentes du public étaient élevées, et à juste titre. Pour Audrey Hepburn, Hollywood était une expérience complètement nouvelle, bien différente de ses années passées aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle se sentait déconnectée du monde du cinéma, mais malgré cela, elle remporta un Oscar de la meilleure actrice dès ses débuts. Cette victoire fut un tournant qui transforma radicalement sa vie. Elle ignorait que ce succès mènerait à d'autres films et à un avenir totalement bouleversé. Dans son film suivant, Sabrina, Audrey joua aux côtés de 2 des hommes les plus aimés d'Hollywood, Humphrey Bogart et William Holden. Cependant, un seul d'entre eux l'apprécia réellement. L'accueil de Bogart envers Audrey fut glacial, probablement parce qu'il espérait que sa femme, Lauren Bacall, jouerait le rôle de Sabrina. Au lieu de cela, il se retrouva à travailler avec cette nouvelle venue, inexpérimentée et jeune. William Holden, en revanche, fut immédiatement charmé par sa partenaire aux grands yeux. Sous le nez du réalisateur, Audrey et Holden entamèrent une liaison passionnée. Avant même de travailler avec elle, Holden avait un faible pour la jeune actrice gracieuse. Ils devinrent rapidement amis et leur amitié se transforma bientôt en une relation amoureuse. Cependant, plusieurs obstacles empêchaient un bonheur éternel. Malheureusement, William Holden était loin d'être le prince charmant. Il avait de nombreux problèmes personnels, notamment une forte dépendance à l'alcool, et il était déjà marié. Malgré ces problèmes, Holden tomba profondément amoureux d'Audrey et lui demanda même de l'épouser, mais Audrey le refusa. Pourquoi? Il y avait quelque chose qu'Audrey désirait et que Holden ne pouvait pas lui offrir. Selon les rumeurs, le désir d'Audrey Hepburn de fonder une famille mit fin à toute possibilité de mariage avec William Holden. Il avait subi une vasectomie, rendant le mariage et les enfants impossibles pour Audrey. Le cœur brisé, Holden déclara plus tard « J'étais vraiment amoureux d'Audrey, mais elle ne voulait pas m'épouser. » Cette liaison vouée à l'échec sembla affecter Holden plus profondément qu'elle n'affecta Audrey. C'était pour elle le grand tremplin vers la célébrité, et une déception ne pouvait pas éclipser l'excitation des opportunités sans fin qui s'offraient à elle.
Roman Holiday fit d'Audrey Hepburn une star. Et seulement 3 jours après avoir remporté l'Oscar de la meilleure actrice, elle reçut également un Tony Award pour sa performance à Broadway dans Ondine. Soudainement, la vie l'assaillait de toutes parts. Tout le monde voulait l'interviewer et chaque réalisateur la voulait pour leur prochain projet. Tant sur scène qu'à l'écran, Audrey poursuivait l'amour et dans les coulisses, une romance bien réelle se profilait. Après avoir travaillé avec Audrey dans Roman Holiday, Gregory Peck se précipita pour parler d'elle à son meilleur ami, l'acteur Mel Ferrer. Peck insista pour que Ferrer rencontre cette jeune femme. Lorsque Audrey et Ferrer se rencontrèrent, l'alchimie opéra, et alors qu'ils travaillaient ensemble dans Ondine, leur relation commença véritablement à s'épanouir. De l'extérieur, Audrey et Mel Ferrer pouvaient sembler être un couple improbable. Audrey n'avait que 24 ans, tandis que Ferrer avait déjà eu 2 ex-épouses et 4 enfants. Ils étaient à des stades différents de leur vie, mais ils partageaient une profonde compatibilité. Alors que la carrière d'Audrey s'envolait, son amour pour Ferrer devenait de plus en plus fort. Contrairement à sa brève aventure avec Holden, Ferrer lui offrait quelque chose dont Audrey ne pouvait se passer. Audrey était attirée par Ferrer pour de nombreuses raisons, notamment leur similitude. Il était intelligent, bien éduqué et, comme elle, polyglotte. Il avait des origines européennes et une grande passion pour le cinéma. En septembre 1954, ils décidèrent de se marier lors d'une cérémonie relativement discrète en Suisse. Cependant, ce bonheur intense annonçait des moments de tristesse à venir. Ensemble, Audrey et Ferrer devinrent partenaires créatifs, élaborant des idées autour de la table de cuisine. Au début, leur mariage prospéra, mais la vie leur réservait bientôt des épreuves dévastatrices. Plus que tout, Audrey voulait devenir mère, mais son chemin vers la maternité fut extrêmement difficile. Peu de temps après leur mariage, Audrey apprit qu'elle était enceinte de son premier enfant. Tragiquement, ce bonheur fut de courte durée, car elle fit une fausse couche en 1955. 4 ans plus tard, elle était à nouveau ravie d'être enceinte, mais un cruel coup du sort vint briser son bonheur lorsqu'un accident conduisit à une nouvelle perte déchirante. En 1959, alors qu'elle tournait son unique western, The Unforgiven, Audrey Hepburn eut plusieurs scènes d'équitation. Un jour fatidique, elle fut désarçonnée, révélant les dangers de cette cascade. Les conséquences furent dévastatrices. Audrey s'était fracturé le dos. Mais ce n'était pas tout. Au moment de l'accident, Audrey était enceinte. Elle fit une pause dans le tournage pour passer 6 semaines en convalescence à l'hôpital. Malgré cet obstacle, elle retourna sur le plateau, portant une minerve et des costumes spéciaux pour dissimuler sa blessure, et parvint à terminer le film. Cependant, des mois plus tard, le drame frappa de nouveau. À la suite de cet accident traumatisant, Audrey subit sa 2e fausse couche. John Huston, le réalisateur de The Unforgiven, en fut bouleversé et se blâma pour cette perte, pensant que l'accident d'équitation avait causé la fausse couche. Il en vint à détester le film à cause de cela. Audrey et Ferrer furent submergés de chagrin, mais ils trouvèrent bientôt une lueur d'espoir. Malgré ses multiples pertes, Audrey finit par accueillir son premier enfant, Sean Hepburn Ferrer, le 17 juillet 1960. Déterminée à éviter une autre fausse couche, elle prit une pause d'1 an dans sa carrière pour se concentrer sur sa grossesse. Ce repos bien mérité porta ses fruits, et elle put se consacrer pleinement à élever son petit garçon en bonne santé. Bien qu'elle ait pleinement embrassé son nouveau rôle de mère, le pouvoir de star d'Audrey resta intact. L'année suivante, elle interpréta le rôle le plus emblématique de sa carrière. En 1961, Audrey Hepburn prit le rôle exigeant de Holly Golightly dans l'adaptation du roman Breakfast at Tiffany's de Truman Capote. Malheureusement pour Capote, ce n'était pas l'actrice qu'il avait en tête. Pour lui, il n'y avait qu'une seule actrice possible pour ce rôle, Marilyn Monroe. Il était inflexible sur ce choix jusqu'à ce que les circonstances le forcent à changer d'avis. Lorsque Monroe apprit que le personnage était une femme de la nuit, elle refusa le rôle pour préserver sa réputation.
Quand Capote découvrit qu'Audrey avait été choisie à la place de Monroe, il fut furieux. Paramount m'a trahi à tous les niveaux et a choisi Audrey. Mais les défis d'Audrey ne s'arrêtèrent pas à la désapprobation de Capote. À chaque visite de Capote sur le plateau, Audrey se sentait extrêmement mal à l'aise. Elle pensait également avoir été mal choisie pour ce rôle et le stress de jouer Holly Golightly la fit encore plus maigrir. En tant qu'introvertie, ce rôle d'extravertie sortait totalement de sa zone de confort. Bien qu'elle semblât parfaitement à l'aise à l'écran, tourner l'une des scènes les plus mémorables du film la rendit particulièrement nerveuse. Dès le début du film, Audrey apparaît pour la première fois dans sa tenue iconique, une superbe robe noire et un chignon inoubliable, incarnant grâce, aisance et confiance. Pourtant, pendant la scène de lèche-vitrine, Audrey était une boule de nerfs. Des centaines de spectateurs l'observaient depuis les coulisses, et la pression était intense. À mesure que son anxiété montait, Audrey accumulait les erreurs. Puis, un quasi-désastre la ramena à la réalité. L'un des membres de l'équipe faillit être électrocuté. Cet incident lui donna les sursauts dont elle avait besoin pour surmonter son stress et finir la scène. Malgré ses doutes, Breakfast at Tiffany's allait changer la vie d'Audrey à bien des égards. Le look d'Audrey dans Breakfast at Tiffany's est devenu synonyme d'élégance. Elle reste une icône de style grâce à la petite robe noire de Givenchy, aux lunettes de soleil surdimensionnées et au chignon haut. Ce look s'est imposé comme l'un des moments de mode les plus classiques du cinéma américain. Cependant, la relation d'Audrey avec son apparence physique était bien différente. Tandis qu'elle éblouissait à l'écran, Audrey préférait des vêtements simples et confortables dans sa vie personnelle. Malgré l'admiration mondiale pour sa beauté, elle ne ressentait pas toujours la même chose. Dans une interview de 1959, elle admit « On peut même dire que je me suis détestée à certaines périodes. » Sa relation tourmentée avec son corps persista tout au long de sa vie. Même la petite Audrey Hepburn se sentait souvent trop grosse ou trop grande à différentes époques. L'admiration constante ne la protégeait pas des insécurités qui la tourmentaient. Pourtant, alors qu'Audrey se voyait comme une femme ordinaire, il y avait une personne qui la considérait comme sa plus grande muse. Audrey rencontra le créateur de mode Hubert de Givenchy pour la première fois en se préparant pour Sabrina. Cependant, leur première rencontre eut une touche d'humour. Givenchy pensait qu'il allait habiller Katharine Hepburn, alors lorsque la douce et novice Audrey Hepburn entra, il fut quelque peu surpris. Il ignorait que cette rencontre allait changer leur vie à tous deux. Après qu'Audrey eut porté sa première robe Givenchy dans Sabrina, il n'y eut plus de retour en arrière. Leur collaboration se transforma en une relation professionnelle qui définit à la fois l'actrice et le créateur. La qualité magnétique d'Audrey était un mélange parfait entre sa personnalité et les lignes élégantes des créations de Givenchy. Les vêtements mettaient en valeur sa posture et la manière dont elle se tenait. Audrey déclara plus tard « Givenchy m'a donné un style, un genre, une silhouette. Il a toujours été le meilleur, et il l'est resté, parce qu'il a gardé ce style épuré que j'adore. Qu'y a-t-il de plus beau qu'une simple robe fourreau, faite de manière extraordinaire dans un tissu spécial avec juste 2 boucles d'oreilles ?» En 1964, Audrey retrouva son ancien amour, William Holden, pour le tournage de Paris When It Sizzles. Mais les choses tournèrent mal. Holden nourrissait encore des sentiments profonds pour Audrey et tenta de raviver leur romance passée. Aveuglé par l'espoir, il fit quelque chose d'inoubliable et d'embarrassant. Holden commit une énorme erreur en essayant de séduire Audrey, qui était mariée, aggravée par son grave problème d'alcool. Un soir, alors qu'il était fortement intoxiqué, il tenta de grimper jusqu'à la fenêtre de sa loge. Cependant, il perdit son équilibre et tomba avant de réussir son grand numéro. Cette humiliation marqua la fin de leur relation. Malheureusement pour Audrey, les problèmes relationnels ne s'arrêtèrent pas là. La carrière d'Audrey Hepburn fut un succès retentissant, et son immense popularité auprès du public perdura au fil du temps.
Hélas, ce succès ne se refléta pas dans sa vie personnelle. En coulisses, elle luttait contre des insécurités et des démons enfouis qui refaisaient surface et menacèrent son mariage. Audrey était hantée par l'abandon de son père, et beaucoup pensaient qu'elle cherchait des figures paternelles dans ses relations amoureuses. Son mari, Mel Ferrer, joua certainement un rôle de contrôle dans sa carrière. Avec le temps, son amour pour Ferrer s'estompa, la laissant de plus en plus malheureuse. Après 14 ans de mariage, Audrey et Ferrer divorcèrent. Son caractère autoritaire, son mauvais tempérament et les liaisons présumées des deux côtés contribuèrent probablement à la rupture. Cependant, la fin de leur mariage ne fut pas aussi choquante que la décision suivante d'Audrey. En 1967, elle fit quelque chose qui stupéfia Hollywood. Au sommet de sa gloire, Audrey décida de s'éloigner du cinéma pour se concentrer sur sa famille. Elle s'inquiétait particulièrement pour son fils, Sean. Ayant longtemps désiré un enfant, elle voyait son travail l'éloigner de lui. Avec en mémoire son propre passé traumatisant, Audrey était déterminée à être la meilleure mère possible. Elle choisit de sacrifier sa célébrité fulgurante pour sa famille, mais comme nous le verrons, cette décision risquée ne lui apporta pas toujours le bonheur. L'année où elle mit fin à son mariage avec Ferrer, elle rencontra son futur mari, le psychiatre italien Andrea Dotti. Leur amour éclot lors d'une croisière estivale en Méditerranée, alors qu'ils exploraient ensemble les ruines grecques. En l'espace de 6 mois, leur romance éclair conduisit non seulement au mariage, mais aussi à un changement majeur dans la vie d'Audrey. Lorsqu'Audrey accepta la demande en mariage de Dotti, elle était prête à dire adieu à Hollywood pour de bon. Elle rêvait d'avoir d'autres enfants et était prête à embrasser une vie plus simple en tant que femme au foyer italienne. La famille s'installa à Rome, où Audrey espérait élever ses enfants en toute tranquillité. Elle était profondément amoureuse de son nouveau mari, mais leur union était vouée aux difficultés. Au début, Audrey semblait avoir trouvé son conte de fées, mais ses rêves furent brisés. Dotti cachait un sombre secret. Bien qu'il se présentât comme un médecin respecté et généreux, il avait un penchant pour les jeunes femmes. Audrey fut dévastée en découvrant que l'homme qu'elle aimait était un infidèle en série, et l'étendue de ses tromperies était choquante. Un paparazzo italien captura les infidélités de Dotti en photo, révélant plus de 200 femmes avec qui il avait eu des relations. Audrey fut brisée par cette trahison, mais elle s'accrocha à son mariage pour le bien de leur fils, Luca, espérant qu'il pourrait surmonter cette épreuve. Cependant, ce n'était pas la seule source de détresse pour Audrey. Même à Rome, loin des projecteurs de Hollywood, Audrey ne pouvait échapper à sa renommée internationale. Les paparazzi la poursuivaient sans relâche, lui volant toute intimité. Quand mon deuxième fils est né, je ne pouvais l'emmener nulle part, ni au parc, ni dans la rue, ni même le mettre sur la terrasse, sans les paparazzi, se lamentait-elle. Avec sa vie privée assiégée et l'infidélité de son mari assombrissant leur union, les espoirs d'Audrey pour un nouveau départ commencèrent à s'éteindre. Il était temps pour elle de retourner à Hollywood. En 1967, Audrey fit son retour avec Robin and Marianne, un film au succès modéré, aux côtés de Sean Connery. Mais c'est dans un film intitulé Bloodline qu'Audrey se retrouva dans une romance interdite. Blessée par les infidélités répétées de son mari, une Audrey attristée trouva du réconfort auprès de son partenaire de tournage, Ben Gazzara, également tourmenté. Ensemble, ils noyèrent leurs peines. Audrey et Ben, en apprenant à se connaître, découvrirent qu'ils étaient tous deux malheureux dans leurs mariages respectifs. Gazzara se souvient. Elle était malheureuse dans son mariage et souffrait. J'étais malheureux dans le mien et je souffrais. Et nous nous sommes rapprochés, nous nous sommes consolés et nous sommes tombés amoureux, mais c'était impossible. Malgré leur lien profond, la relation était vouée à l'échec en raison de la distance qui les séparait. L'un des aspects les plus poignants d'Audrey était son doute constant envers elle-même. Gazzara se rappelle d'un moment émouvant lors du tournage de Bloodline où Audrey lui confia « Tu sais, Ben, je n'ai jamais pensé que j'étais une bonne actrice. »
Gazzara, bien sûr, savait le contraire. Il savait que cette femme merveilleuse était lumineuse. Le plus triste était qu'elle n'en était pas convaincue. Finalement, l'affaire avec Gazzara et son mariage décevant prirent fin, le divorce marquant l'un des plus grands traumatismes de sa vie. Brisée et désillusionnée, l'actrice fit un bref retour à Hollywood avant de chercher à nouveau refuge loin des projecteurs. Audrey Hepburn quitta Rome pour s'installer en Suisse, trouvant refuge dans une ferme restaurée appelée La Paisible, signifiant « tranquillité » en français. Ce lieu n'était pas seulement une belle maison, il lui apportait une paix et un anonymat qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. Contrairement aux grandes villes comme New York ou Rome, en Suisse, elle pouvait se fondre dans la masse comme une femme ordinaire. Malgré sa fierté pour sa carrière d'actrice, les désirs d'Audrey différaient de ceux de ses pairs. Bien qu'elle fût toujours en tête des listes de réalisateurs, elle refusa de nombreux rôles, préférant une vie réelle et privée. Elle expliqua « Personnellement, je fais très peu de publicité pour pouvoir avoir une vraie vie. Une vie privée si tu veux, mais simplement une vie quotidienne, ordinaire. » Audrey cherchait à guérir son cœur brisé, et juste au moment où elle pensait que tout espoir était perdu, le destin intervint. Audrey rencontra l'amour de sa vie lors d'une vente de charité. Robert Wolders, veuf de la célèbre actrice Merle Oberon. À la mort d'Oberon, elle laissa tous ses biens à Wolders, ce qui l'amena à vendre ses bijoux pour des œuvres de charité. Cet acte de générosité le fit entrer dans la vie d'Audrey, marquant le début de leur grande histoire. Curieusement, la romance entre Audrey et Wolders débuta sous un ton mélancolique. Nous étions tous deux très très malheureux, et nous parlions de notre tristesse. Alors nous pleurions ensemble, se souvient-elle. Sortant des ténèbres de son mariage raté, Audrey réalisa que Wolders était le partenaire attentionné et désintéressé qu'elle avait toujours espéré. Et les choses ne firent que s'améliorer. Pour Audrey, il semblait que Robert Wolders s'intégrait parfaitement dans sa vie, comme la pièce manquante d'un puzzle. Leurs origines néerlandaises communes renforçaient leur intimité, ajoutant à leur alchimie et à leur compatibilité. Nous aimons les mêmes choses et nous aimons la même vie. Nous aimons la vie tranquille, nous aimons la campagne, nous aimons nos chiens, et tout ce que nous faisons ensemble est un vrai plaisir, partageait-elle avec bonheur. Alors qu'Audrey s'installait dans ce nouveau bonheur, une opportunité inattendue se présenta. Sur l'invitation de sa cousine, Audrey assista à un concert de l'UNICEF et parla sincèrement de son enfance pendant la guerre. À son insu, le directeur de l'UNICEF se trouvait dans l'assistance. Impressionné par son discours, il lui proposa un rôle qu'elle ne pouvait refuser: devenir ambassadrice de l'UNICEF à plein temps. Les espoirs d'Audrey pour une retraite paisible furent anéantis, mais cette fois, les voyages constants avaient un sens profond. Ayant subi les épreuves de la Seconde Guerre mondiale, Audrey comprenait intimement la faim et la souffrance. Voyager autour du globe et se connecter avec des mères et des enfants lui offrait une chance de guérir des blessures anciennes. « Je suis heureuse de le faire parce que, pour les enfants, j'irai jusqu'à la Lune », déclarait-elle. Ces expériences d'enfance, marquées par l'absence de son père, alimentaient sa détermination à faire la différence. Dans les années 1960, Audrey ressentit un besoin fort de renouer avec son père, l'homme dont l'absence avait laissé un vide durable dans sa vie. Grâce à la Croix-Rouge, elle réussit à le retrouver à Dublin. Joseph Ruston n'avait pas revu sa fille depuis qu'il l'avait envoyée aux Pays-Bas en 1939. Cependant, quand Audrey le retrouva enfin, la rencontre fut profondément décevante. Espérant chaleur et affection de la part de son père, Audrey trouva au contraire un homme froid et distant, peu enthousiaste à l'idée de leur réunion. Ce fut un coup dévastateur. Malgré son attitude et son passé troublant, Audrey choisit de lui pardonner complètement et alla même jusqu'à le soutenir financièrement jusqu'à sa mort. La douleur de leur relation resta une blessure ouverte dans son cœur. En contraste frappant avec le soutien de son père au mouvement fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale, le travail d'Audrey avec l'UNICEF se concentrait sur la promotion de l'égalité des droits et de l'amour.
En 1992, Audrey dut faire face à une crise terrible. De retour en Suisse, elle commença à ressentir de violentes douleurs abdominales. Des tests initialement inconclusifs révélèrent finalement une vérité dévastatrice. Elle souffrait d'un cancer rare qui s'était propagé silencieusement dans son intestin grêle pendant des années. Le pronostic était sombre. Audrey affronta sa maladie avec courage, subissant une opération et une chimiothérapie. Cependant, il devint évident que la guérison n'était pas possible. Pour son dernier Noël, son cher ami Givenchy organisa un vol privé pour qu'elle puisse rentrer en Suisse. Dans ces derniers jours, Audrey trouva du réconfort dans son jardin paisible, entouré de soins palliatifs. Tristement, sa fin inéluctable arriva bien trop tôt. Après une période de repos, Audrey Hepburn s'éteignit paisiblement dans son sommeil le 20 janvier 1993. Amis, famille et admirateurs du monde entier se rassemblèrent pour pleurer la perte de cette actrice emblématique. Parmi eux, des figures notables telles que la famille royale néerlandaise, Elizabeth Taylor et Gregory Peck, envoyèrent des fleurs pour ses funérailles. En hommage, Audrey fut enterrée près de chez elle au cimetière de Tolochenaz. Bien qu'elle n'ait jamais aspiré à devenir actrice, la mémoire et les accomplissements d'Audrey Hepburn ont cimenté son héritage comme l'une des plus grandes interprètes de tous les temps. Elle fait partie des rares artistes à avoir atteint le grand chelem des récompenses de divertissement, incluant l'Oscar, le Grammy, l'Emmy et le Tony. Au-delà de ses performances à l'écran, le style intemporel d'Audrey et son engagement humanitaire ont fait d'elle bien plus qu'une simple star hollywoodienne. En 2020, le documentaire Audrey apporta un éclairage sur la femme derrière l'actrice, avec des témoignages de membres de sa famille et de ses amis. Un moment poignant du film provient de sa petite fille, Emma Ferrer, qui partage une anecdote révélatrice, les larmes aux yeux. Elle raconte que son père lui avait dit « Le secret le mieux gardé à propos d'Audrey, c'est qu'elle était triste. » Ce regard sur le monde intérieur d'Audrey ajoute de la profondeur à son personnage public, soulignant les complexités de sa vie au-delà du grand écran.